Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. La chemisette est de sortie, le printemps se rapproche. Yes. Oh là là, ah oui d'accord, d'accord. En plus là les entraînements sont de retour aussi. Ouais. Donc potentiel, Ça va, oui, ouais, ça va. Toi, ça va? ça va très bien, Potentiel? mais Je va pas dire une connerie, la potentiel, rien du tout. Ok, non, ok, je me disais peut-être à Res 10, on préparait quelque chose. Reste 10 contre qui? Contre Stéphane Chouffourier? Ah oui, d'accord, ah ok, il y a quelque Mais chose? non, mais Non, non, n'importe quoi, ah oui, non, c'est mon gars sûr. ok. Mais non, non mais c'est juste dire, à mon âge, tu veux que j'affronte qui? Même Stéphane, je pense qu'il est plus jeune que moi, je sais pas, tu vois. C'est plus vétéran, là, c'est des mecs qui roulent en canne, tu vois. C'est pareil. Bon bah voilà, bah tant pis, voilà, j'aurais essayé messieurs, j'aurais essayé. On va directement entrer dans le vif du sujet avec l'UFC Londres. Cyril était présent, Cyril a dit, Cyril Gane bien évidemment, que Thomas Spinal était un vrai problème, et même il a ajouté au micro de RMC qu'il considérait Thomas Spinal comme peut-être plus technique que lui. Fernand, là, après ce qui s'est passé, est-ce que t'es en train de te dire, ok, là, il y a un nouveau bordel dans la catégorie? Absolument. Thomas Pinel, j'ai été impressionné. Bah, alors, c'est nuancé, hein. Moi, j'étais pas impressionné par ce qu'a fait son adversaire du tout. C'est qu'il y a, voilà. Mais j'ai été impressionné par Thomas Pinel lui-même, tout seul, lui-même, contre lui-même. Pendant que tu as un mec comme Derrick Lewis qui n'arrive pas à performer devant sa foule et qui a le crack, alors que c'est la troisième fois qu'il le fait devant sa foule. De l'autre côté, tu as Thomas Pinal qui boit juste l'énergie que lui donne son public, quoi. C'est hallucinant comment il est entré dans le combat. Il est entré prêt comme jamais, à l'aise. Tout était on point. La vitesse d'exécution. J'ai rarement vu ça, cette vitesse-là chez les poids lourds. La vitesse qu'il déploie en termes de combo, c'est effrayant. La pêche qu'il envoie aussi, attention. Autant Cyril monte gentiment en low kick parce qu'il est prudent et qu'il ne veut pas mettre des low kicks forts pour ne pas se faire contrer, et il les met quand il est sûr que la personne commence n'a plus le temps de réaction nécessaire pour le toucher. Autant Thomas Spinal, dès le premier low kick, il fait mal. Tout de suite, il a annoncé la couleur, il a fait mal. À tel point que le Volkov qu'on a souvent connu n'a même pas pu remiser. Que le mec qui est là, c'est le maître de la contre-attaque sur les kicks, mais c'est impossible. Je vais dire quelque chose sur Volkov qui ne doit rien retirer à la performance de Thomas Spinal, mais cependant, je suis désolé, Volkov n'était pas à son A-game, c'est pas possible. Voilà quoi, c'était un peu moribond, c'était pas terrible ce qu'on a vu, il y avait pas voilà quoi, il y a pas du répondant, il y avait pas, c'était très compliqué. Mais ça ne retire rien au côté effrayant euh, de Thomas Pinal. D'autant plus que moi, ce que les gens ont, enfin, ce qui impressionne les gens, c'est le sol de Thomas Pinal. Je n'ai pas été ébloui par son sol, disons-le sincèrement. C'est que il a passé une clé de bras en extension. Il n'y a pas plus bateau comme clé. Il n'y a pas plus simple comme clé comme positionnement. Si on nous avait dit à toi et moi ou à n'importe qui que Volkov peut taper sur une clé de bras en extension, c'est tellement rare sur le haut niveau qu'on puisse abandonner dessus, je n'ai pas cru parce que c'est pas très compliqué à défendre comme clé. Tu as le temps de voir le positionnement, tu peux pousser l'essai adverse pour que le gars soit déséquilibré. Mais je ne m'y attendais pas du tout qu'il tape dessus. Bon, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a la performance de Volkov, de Thomas Pinal qui a été flawless. C'est que vraiment sans effort, il a nettoyé. Pendant que Selgan a galéré à aller arracher une décision très compliquée, Thomas Pinal a juste traversé son adversaire. Il lui a, ce n'était même pas marché dessus tellement il n'y avait pas de marche à marcher dessus. Il a juste désinfecté. Donc c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Aujourd'hui, il monte à la sixième ou cinquième place, je crois. Il est cinquième, donc du coup, Cyril est 1, lui il est 5.
la distance n'est pas si éloignée des deux. Mais Thomas Pinal, c'est un problème, un vrai problème. Encore une fois de plus, je vous dis, ce n'est pas contre qui il a tourné qui m'impressionne parce qu'on n'avait pas le gars qui a son A-game, mais lui-même contre lui-même, il m'a bluffé. Je savais déjà qu'il est très bon. Je m'entends bien avec, je discute bien avec son papa, qui est l'une des meilleures ceintures noires de jiu-jitsu brésilien, les premières ceintures noires de jiu-jitsu brésilien en Angleterre. Mais cependant, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi confortable sur le. Alors, j'ai pas manqué. Vous avez bien vu que, si vous avez remarqué, j'ai pas manqué ma prédiction. Enfin, j'avais pas pensé soumission, mais je pensais à un KO de sa part, premier round. Je pensais qu'il allait effectivement battre Volkov, mais je ne pensais pas que ce soit aussi aisément. Je n'ai rien compris. Donc c'est beau ce qu'on voit là, et j'espère que, de toute façon, encore une fois de plus, si Tom Aspinall avait performé sur une fat card qui était pétée, je dirais, bon, il est sorti du lot. Mais il a réussi à briller sur probablement l'une des meilleures, bon, de loin et de très loin, la meilleure fat card qu'on ait jamais eue en Europe. Je pense que l'UFC a regretté d'avoir mis ça comme un Fight Night. Je pense qu'ils vous auraient eu, la prochaine fois qu'ils mettent autant d'anglais sur une carte, ils vont l'appeler, ils vont la numéroter la carte. Parce que c'était une dinguerie, la carte. Il n'y a pas un combat qui était décevant ou quoi que ce soit. C'était juste une bombe atomique. C'est simple. D'habitude, on a maximum 3 bonus. On en a eu 10. Le père d'Anna a distribué les bonus à tout le monde. C'était une dinguerie de cartes. Et ça laisse présager quelque chose. Je pense que on aura un France-Angleterre bientôt. Alors là, tu dis ça laisse présager quelque chose. C'est toi comme ça ou c'est le téléphone qui s'est mis à sonner un petit peu? Il y a un peu de deux, mais c'est encore au stade embryonnaire. Mais je pense que on va avoir l'un des plus sanglants France-Angleterre bientôt. Genre le A-team qu'ils ont aligné. Par contre, la A-team qu'ils ont aligné là, on n'est pas prêt. Hein. Là, tout de suite, on n'est pas prêt. Autant chez les filles, si on met Manon Fiorot à Meatball, comment il s'appelle, j'oublie le nom. Molly McCann. Molly McCann, si on met Molly McCann à Manon Fiorot, autant on est quasiment sûr qu'on gagne. Encore, elle est folle quand il y a le public qui la soulève. Donc, s'il y a un maximum de Londoniennes qui viennent là sur Paris, ça va pas être pareil, ça va être la guerre mondiale. Autant Cyril versus Thomas Pinal, ça se joue. Ce n'est pas gagné, mais ça se joue. Et que ce n'est pas vraiment, bon, c'est simple. Cyril est rentré de Londres. Je lui ai envoyé un texto et je lui ai dit, est-ce que demain tu peux arriver 1 heure avant l'entraînement? Il faut qu'on parle. Et bon, moi, je pensais qu'il avait pensé à autre chose. On a plein d'affaires qu'on traite, puisqu'il n'y a pas que l'entraînement. On est aussi dans pas mal d'affaires. Je suis son agent. Et dès qu'il est arrivé, il m'a dit, je sais de quoi tu veux me parler, ok. Je dis de quoi? Il me dit, Thomas Pinal, t'as effrayé. Hein. Je dis, c'est pas qu'il m'a effrayé, c'est juste que je te dis, ça pousse derrière, ça avance derrière. Il faut qu'on double encore, on mette des bouchées doubles parce que ça avance derrière, ça avance très très fort derrière. Entre Tuivasa et Thomas Pinal, c'est pas n'importe quoi. Et Tuivasa, on a beau dire ce qu'on veut, pas assez de lutte parce que effectivement, Cyril est capable de mettre des beaux timings. On l'a vu contre Deontay Maes, on a vu même contre Francis qu'il avait mis une amenée au sol extrêmement timé, donc on n'a pas de souci dessus. Mais Tuivasa peut coucher n'importe qui à n'importe quel moment. Quand il est en état de flow, il est extrêmement dangereux. Et donc, oui, j'ai fait une réunion de crise pour qu'on puisse
discuter de comment améliorer les choses et comment passer next level, sincèrement passer next level. Et c'est bien d'être stimulé comme ça, d'être stimulé par des jeunes qui poussent à ce point, tu vois. Donc, je pense que France-Angleterre, où il y a en tête d'affiche Aspinall, Cyril, et puis tout ce qui descend derrière, ça peut être ultra. Enfin, quand je dis qu'on est mal avec le A-Team, c'est que en France, en ce moment, à date, je ne sais pas qui va battre Arnaud Allen. Tu sais qui va le battre, toi? Arnold Allen, non, c'est très très compliqué. Peut-être, moi, ça m'intéresserait, sur le papier en tout cas, Saladin Parnasse, Arnold Allen. Même si c'est beaucoup trop tôt pour Saladin, dans le sens où il va pas directement entrer et affronter quelqu'un qui est dans le top 5 featherweight. Pourquoi pas? Là, on est à une période où on a un truc extra. Mhm. L'UFC va peut-être faire un France-Angleterre. Si l'UFC arrive à faire un France-Angleterre, ils vont devoir revoir à la baisse des trucs. C'est que Manon, elle est classée. Midbull n'est pas classé. Mais on peut les arranger pour les croiser. Là, on a vu Pimblet qui s'est battu avec Topora. C'est pas vraiment le même niveau. Mais on s'arrange parce qu'il y a des matchs qui sont beaux à voir. Donc, Allen me fait vraiment peur. J'adore son style. Le mec est featherweight, mais il est encore beaucoup plus massif qu'un lightweight. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus massif encore que Dan Hooker. C'est incroyable ce qu'il est capable de. Et puis, guerre mondiale, hein. Il ne prend pas de gants, il est extrêmement technique, mais c'est l'un des rares gars qui peut allier la bagarre à la technique et avancer et gagner le truc. Très technique, très complet au sol, en lutte, tout ce que tu veux. Il est sur 18 avec une seule défaite, 18 victoires. Et il est dangereux. Il est vraiment moi, j'étais impressionné par lui. Juste, déjà son surnom, j'adore. Almighty. Enfin, quand tu t'appelles tout puissant, c'est violent. C'est Almighty, j'adore. Voilà. Ensuite, lightweight, on a un problème. S'ils Pimblet, alors, beaucoup de personnes en France peuvent battre Pimblet. Le seul problème, c'est que Pimblet n'est plus nobody. Mhm. À partir de maintenant, Pimblet dicte qui va affronter, quand il veut l'affronter. Enfin, j'espère que vous avez compris que Pimblet, c'est Conor McGregor maintenant. Ah bah c'est lui, il est encore plus connu que Thomas Spinal. Il va faire plus fort que Conor McGregor. C'est que là, actuellement, à son stade de combat, dans son niveau de combat à l'UFC, Conor n'avait pas la hype qu'il a. Aujourd'hui, Pimblet est capable de dire à Dana, je ne veux pas affronter, on a qui, Banahui, je veux affronter Damien Lapillus. Il est capable de dire ça en disant non, moi je pense que lui je peux le battre, lui je peux pas le battre, lui je vais le prendre, et il annonce clairement ce qu'il veut et personne ne va dire non. À lui seul il remplit Bercy s'il veut. Donc il a pris une puissance en communication, elle est ultra violente et c'est ce que beaucoup de combattants continuent à négliger, continuent à oublier, c'est de comprendre qu'aujourd'hui le fight entertainment n'est plus une affaire de que performance sportive. Alors que là, moi, je peux te dire en avance qui on va lui mettre à Pimblet la prochaine fois. Allez, let's go. Je pense qu'il va affronter Jim Miller. Ouais. Mm-hmm. Parce que Jim Miller, c'est le mec qui est l'un des plus connus à l'UFC. Et je crois que Jim Miller, il a 40 combats aujourd'hui à l'UFC. Il a commencé à combattre en 2008. Jim Miller, il coche toutes les cages. Il a été là pendant longtemps. Les cases, il a été là pendant longtemps. Et Jim Miller, si tu viens à le battre, quand tu t'appelles Pimblet, tu as encore gagné une hype de fou. Sauf que Jim Miller, en réalité, il n'est plus, ça va trop vite pour lui maintenant. Même s'il est sur 2 victoires consécutives, Jim Miller aujourd'hui, il peut pas sur un petit qui a faim comme Pimblet, il va pas tenir. Il va craquer. Et ça, Pimblet peut le faire très longtemps. Il peut dire à l'UFC, moi, si vous ne me mettez pas 1 million, je ne veux pas encore affronter un tel. Parce que pour le coup,
Lui, il remplit les salles. Pour le coup, il peut dire ce qu'il veut, il peut demander ce qu'il veut. Il a le droit de demander ce qu'il veut. Il a rempli son contrat, il vend. Et donc, ensuite, il y avait quoi comme combat d'autre? Il y avait qui d'autre qu'on pourrait mettre contre un Français? Ah, là, pour le reste, après, ça devient un petit peu compliqué, je crois, parce que Ah, Paul Craig, peut-être. Paul Craig, bah, en light heavyweight, tu mettrais qui alors? Omar Sy. Omar Sy? Ok. Ok, ouais, mais là, c'est beaucoup trop tôt quand même pour Omar. Encore une fois de plus, je te dis, en temps de guerre, on s'adapte. En réalité, tu prends les réservistes, tu les mets. Que, oui, en temps normal, si Omar Sy va à l'UFC, il va pas aller à Vegas affronter Paul Craig. Mais si on se retrouve sur un France-Angleterre, tu mets qui? Tu mets qui? Oui, peut-être Moïse Rimbon. Mais je sais même pas si, quand il n'a plus combattu, je ne sais pas, Moïse. Oui, non, il n'y a pas grand monde. Oui. Le frérot, je le connais, il reste solide. Hein, Moïse, il est fort comme un Turc. Là, ça va jamais changer. Mais Paul Craig, ça va trop vite, tu vois. Enfin, il sort des soumissions où tu ne peux pas, tu vois. Mais encore une fois de plus, je le sens qu'il n'y a pas d'autre chose à faire qu'en France-Angleterre bientôt. Mais, alors, parce que t'as forcément plus d'infos que nous, mais moi, en fait, ce que j'ai trouvé un petit peu contradictoire dans les sorties de Dana White, c'est que là, il s'est passé un événement comme, je pense, l'UFC et tout promoteur peut en rêver. D'un autre côté, ils ont envie d'aller en France, et de l'autre, Dana White a dit, bah, faut qu'on revienne en Angleterre hyper rapidement. Moi, je sais pas si c'est faisable en 2022 d'avoir un retour en Angleterre et un événement en France. Ou si à l'aise. Ah, ok, d'accord. Moi, j'aurais... D'accord, ok. À l'aise. Non. Les Européens ont faim d'événements. Même, regarde, arrête, c'est un tout petit truc qui vient de naître. Arrête, c'est un petit événement. Mais regarde ce qu'on fait tous les mois, c'est plein. Tous les mois, il y a des gens qui viennent. Donc, aujourd'hui, les gens ont faim d'événements. Dans 2 mois, tu remets un événement sur Liverpool, pas London. Tu vas à Liverpool, là. Dans 2 mois, tu fais le plein. Pareil. Les gens ont faim. Et guess what? France, Angleterre, ce sont des voisins, ils sont frontaliers. Ça veut dire que aujourd'hui, tu mets l'événement à Bercy ou tu veux à l'U Arena, bah, les Anglais, ils prennent un train, ils sont là. Tu mets l'événement du côté de Londres, les Français prennent un train, ils sont de l'autre côté. Mais ce serait dommage. Il y a une telle puissance, il y a une telle montée en puissance des Français sur le MMA. Ah, j'ai oublié de citer un nom. En 84 kilos, je ne vois pas en Angleterre ce qui va nous arriver. Tu penses que Darren Till? Oh oui. Ouais, mais après, en gros, moi je me suis projeté, tu vois. Je me suis projeté pour ce combat-là. Honnêtement, Nassourdine, ça va bien se passer. Voilà, je croise les doigts et tout d'ici quelques semaines. Après, moi je veux Paulo Costa. Plus que Darren Till. Parce que c'est sûr que c'est plus abordable. Paulo Costa, c'est de la force statique. Alors que Darren Till, c'est intelligent, c'est malin, c'est expérimenté, c'est puissant. Je suis d'accord avec toi. Si tu me donnes 2 combats entre Paulo Costa et Darren Till, je prends Paulo Costa parce que c'est plus facile pour Nassourdine de voir venir. Nassourdine a eu très tôt dans sa carrière à l'UFC à gérer des mecs puissants, des mecs forts notamment, et ce qui nous a posé un vrai souci qui nous a permis de nous remettre en question et d'aller réétudier comment éviter de subir la pression du lutteur. Donc, on peut gérer ça. Alors que Darren Till, ça peut être chaud. Mais je t'ai dit, on ne voit pas, il y a un potentiel France-Angleterre qui pourrait être canon. Mais genre, canon de chez canon. Ouais, c'est vrai qu'au niveau de l'image, par contre, ça ferait pas mal de combats hyper intéressants. Regarde en bantamweight. Est-ce que tu penses qu'on perd? Attends, tu mettrais qui, toi, en bantamweight, du coup? Taylor. T'es contre? Tu prends qui tu veux, Nathaniel, par exemple. Ouais. Nathaniel. Ouais, ce serait pas mal, ça. T'as vu les matchs qu'il peut avoir? T'as vu les matchs? Okay, tu mets Saladin contre Allen, on n'aura pas du mal à trouver un 70. On est pas mal en 70 entre Fares, il y a Benoît Saint-Denis qui veut descendre aussi. Benoît, il descend. Il descend, ouais, il descend. Voilà. Il y a du monde. Il y a du monde, en fait. Il y a de quoi faire.
Donc, moi je vois ça bien. Maintenant, la réalité, c'est que je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on aura d'abord un combat avant pour Aspinal et un autre combat avant euh, pour Cyril avant d'arriver sur ces fameux France-Angleterre. J'adore. Franchement, du coup, attends. Du coup, quoi? Du coup, rien. Non, mais du coup, s'il y a un combat avant, là, en gros, c'est justement, ça nous permet de switcher sur le sujet du King and the G là, de la semaine. C'est que pour moi, là, là, la catégorie heavyweight, tu vois, il se passe beaucoup de choses. Avec en plus la blessure de Cyril, il y a les rumeurs autour d'un titre De intérimaire. Là, Francis. de Francis, oui, pardon. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Et qu'en Yep. soit, aussi bien du côté de Cyril que du côté de Thomas Spinal, s'il y a un combat entre, bah, ça peut très bien être pour une ceinture intérimaire à la fin des fins, en fait. Absolument, c'est possible. C'est c'est du champ des possibles. Donc bon, et il y a aussi Tai Tuivasa qui est quand même dans le coin. Et je voulais te parler de ça. J'ai l'impression, tu vois, qu'aujourd'hui l'UFC, enfin Tai Tuivasa, est pas repassé devant Cyril, mais tu sais qu'avec ce qui s'est passé à Houston, les gens ils se sont dit, on a quelqu'un d'un point de vue marketing, victoire ou défaite, qui peut vendre quoi qu'il arrive avec Tai Tuivasa. Absolument, absolument. C'est ça le gros danger. Quand je te parle de danger pour nous les Français, c'est ça le gros danger. Le gros danger n'est plus... OK, il y a quelques années, le danger pour les Français, c'était qu'on n'avait pas le niveau technique et physique pour aller gagner les matchs. On a battu ce niveau. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire des performances. Aujourd'hui, on peut dire sans risque de se tromper que d'ici 6 ans, on aura 2 ou 3 champions français des MMA. Maintenant, il y a une autre étape où on est encore en arrière, c'est sur le marketing. On n'a pas encore des mecs qui soient des vendeurs. Des mecs, et c'est ce que, pour être honnête, c'est les discussions que j'ai avec le matchmaking de l'UFC, de dire que ce qu'on attend de vous, Ares, c'est que vous nous fabriquiez les prochains vendeurs, les prochains gars qui peuvent être des pimblettes, comme l'a fait le Cage Warrior pour nous. C'est exactement ce qu'ils attendent de nous, qu'on puisse vendre quelque chose et qu'on puisse créer de nouvelles salles, la sarification des gars pour que ça monte. Parce qu'au niveau du français, tu te rends compte que Tai Tuivasa, c'est une marche en dessous de Cyril, techniquement parlant, Bah, puis c'est sur les quelqu'un qui avait performances. été poussé vers la sortie en 2020 de l'UFC quand même. C'est ça. Attends, physiquement parlant, techniquement parlant, stylistiquement parlant, mais au final, il remonte la pente complètement et il est quasi à égalité avec Cyril Gann parce que en termes de marketing, on est sur une forme de Cyril, voilà quoi, une forme d'humilité, de simplicité, de respect, de quelque chose qui est correct, qu'on aime bien, mais qui va faire le delta et la différence. Parce que, à dire vrai, un gars comme Pimblet, je ne pense même pas qu'il soit insultant. C'est pas un gars qui manque de respect. C'est pas un Conor McGregor, en vrai. C'est pas un mec qui va aller pousser le bûchon loin, peut-être dans le futur. Mais en tout cas, pour le moment, il reste assez sobre. C'est juste qu'il est fou dans sa tête, lui-même dans sa tête, tu vois. Donc, il danse bizarrement comme personne ne danse. Il danse très mal, mais il danse souvent. Il a une coupe au bol que enfin, les gens se demandent s'il a une perruque, mais c'est pas ses vrais cheveux. Mais il tue le game avec son style à lui et cette manière de fonctionner qui est très vendeur. Et quand tu as un mec qui arrive, un poids lourd, qui s'appelle Tai Tuivasa, qui est capable, certes, de perdre un combat sur deux, mais quand il gagne de manière violente avec de la bagarre, et ensuite il boit sa bière dans des chaussures sales, bah, c'est con, c'est stupide, ça marche. Effectivement, je vais pas recommander à Cyril Gann ou à Manon Furo ou Nassoudine d'aller boire de la bière, déjà, et je ne vais pas leur demander de boire de la bière dans des chaussures sales. Mais en tout cas, je vais dire, chacun trouve son style et sa manière de fonctionner, et c'est le next step qu'on va devoir avoir. Il faut que, avec le style à la française, avec le béret, avec la baguette, avec ce qu'on veut, qu'on trouve une solution pour passer au next level de marketing. Peut-être mieux, encore
enfin, peut-être accentuer et rester en mode bon gamin, bien, de façon à ce que ça devienne une signature. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais ce que je dis, c'est que on avait on a eu plusieurs niveaux de mission. La première mission qui était d'atteindre, de relever le niveau français, techniquement, physiquement et dans la compétition, on l'a fait. On a un autre stade qui reste, c'est de dire comment on fait pour qu'on soit incontournable à l'UFC. Parce que c'est simple, quelle que soit l'organisation, à partir du moment où tu es capable de mettre le show dans la salle, pour moi, tu es incontournable. Je peux dire ce que je veux, je peux faire ce que je veux, mais dans ma petite organisation sur Ares, je sais que n'importe quel combat de Bouganem, il va vendre. Je sais que n'importe quel combat de Jackie Jeanne va vendre parce que Jackie, il a bougé du monde, parce qu'il a fait, il a mis le feu. Je sais que Abdul, quel que soit ce qu'il va faire comme combat, il va vendre. Et c'est ça qu'on veut d'un athlète. Il faut que l'athlète devienne incontournable. Il faut que l'athlète donne un show qui fasse que le promoteur sportif n'a plus de choix que de le suivre et de l'écouter. Moi, voilà. Aujourd'hui, Abdul, il est satisfait de chez satisfait. Tu lui dis de repartir au bref, il n'est pas chaud. Tu lui dis d'aller à l'UFC, il est chaud, mais il n'est pas pressé. Enfin, parce que quand le gars fait bien le show, il vend le show, il le fait bien. En plus, il fait de la performance, tu le respectes et tu donnes ce qu'il y a parce que c'est grâce à lui que tu survis. Et c'est pour ça qu'on met un accent sur ces nouvelles stars. Des petites filles comme Tekena et tout, il faut qu'on les rende stars. Parce que c'est ça l'UFC de demain. Le travail de fond qu'on fait, c'est qu'un jour, on puisse avoir des Pimblet. Mais est-ce que tu te rends compte du délire? Paddy Pimblett n'a quasiment battu personne, mais il remplit l'O2 Arena. Quand il rentre, encore, il choisit une chanson pourrie que personne ne connaît, parce qu'il aurait choisi une chanson que peuvent chanter en chœur les Anglais. Ce serait une dinguerie. Mais il peut se permettre ce qu'il veut. Il a le public qui lui est acquis. Et ça, c'est juste génial, tu vois. Et donc, je suis d'accord avec toi. Tai Tuivasa, c'est une vraie menace. Parce que, encore mieux que Thomas Spinal, il est capable de performer de temps en temps, mais surtout, il donne une garantie de vente. Thomas Spinal donne une garantie de vente, mais tu vois bien que c'est pas un grand communicant. Non, c'est pas encore terrible. Oui, non. Encore, son call-out de la dernière fois n'était pas mal. D'habitude, il fait des call-out, on ne comprend pas ce qu'il colle. Hein, ouais. Là, appeler Tai Tuivasa, ça a un sens, parce que Tai Tuivasa va lui apporter la visibilité, va lui apporter comment dire, de l'entertainment sur son combat, sans lui apporter les problématiques, parce que s'il change de niveau, ça va être plus facile pour lui. Mais c'est pas frustrant pour toi, tu vois, de te dire, bon, il y a Cyril qui était dans l'O2 Arena, les deux ils se sont rencontrés, donc il y a évidemment énormément de respect entre eux, mais t'avais quelque chose qui était planté là quelque part par l'UFC avec tout ça. Donc tout était réuni pour que, au moment où tu tends le micro à Thomas Spinal, ils disent juste, bon bah Cyril, on s'aime bien, mais t'es le prochain. Et toi, le voir appeler Tai Tuivasa, t'es pas en mode... Ouais, mais parce que il y a des bonnes choses qui arrivent et que ça va arriver. Et que quand l'UFC a envie de vendre un combat, tu leur donnes ce que tu veux y vendre. À vrai dire, l'UFC veut vendre quelque chose, ils vendent. Enfin, il n'y a pas, aujourd'hui, c'est une machine de guerre. Ils veulent vendre quoi que ce soit, ils le vendent. Donc, je n'ai pas l'inquiétude que le moment venu qu'on va vouloir vendre le combat du Brexit, ça va être la guerre mondiale. Ok. Et là, pour ce week-end, on a Curtis Blades contre Chris Daukaus. Donc deux autres hommes qui pourraient éventuellement, en cas de victoire, affronter certains de cette nouvelle génération, donc Cyril, Tom ou Tai Tuivasa. Toi, est-ce que c'est un combat, un, qui t'intéresse, deux, est-ce que tu comprends le matchmaking de l'UFC pour en plus un combat à l'UFC Columbus, donc avec une salle à remplir, et surtout, est-ce que tu te dis, bon bah voilà, le vainqueur là pourrait très bien affronter Tom ou Cyril, ou alors on est clairement dans une haute catégorie avec eux aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression qu'on est sur autre chose. Là, on n'est pas sur ceux qui vont aller chercher la tête pour le moment. Je pense juste que l'UFC ne savait pas quoi faire de Curtis Blades, simplement. Curtis Blades est dans une situation très compliquée. Il a perdu 2 fois contre le champion. Il a pris un sale KO récemment. On ne savait pas quoi en faire. Donc,
on lui a mis quelqu'un qui était un prospect encore il y a quelque temps, qui était vraiment un contender, prospect contender, on va dire. Et puis finalement, qui a régressé un peu et qu'on va essayer de faire revenir pour voir si on enterre complètement Curtis Blade. Parce que là, il bat Curtis Blade. On enterre Curtis Blade complètement pour longtemps. Et ensuite, parce que mine de rien, Curtis Blade est encore jeune. Ça veut dire que même si on l'enterre pour 2-3 ans, il peut encore ressurgir. Dans 3 ans, il est devenu champion du monde et tuer tout le monde. Hein, tout est possible. Mais en tout cas, Dokos contre Curtis Blade, je pense que c'est un combat pour les occuper, pour le moment. Et je vois bien Curtis Blade battre Dokos. Je ne sais pas comment Dokos va faire. Effectivement, le fast hand, celui qui a les mains les plus rapides de tous les deux, c'est Dokos. Il n'y a aucun souci. Mais en termes de masse, il est très massif, Curtis Blade. Il est très agile pour sa masse. Il boxe décemment, bien. Il a appris de son cas qu'il a eu récemment, donc il va être beaucoup plus prudent. Et quand il va amener au sol, quand il sera en grande pointe, ça va être pareil, parce qu'on nous annonce que Dokos est ceinture noire. Je n'ai jamais vu quelque chose qui indique qu'il soit ceinture noire dans sa manière de combattre. Il y a quelque chose qui manque à ça. Je pense que c'est le genre de ceinture noire qu'on donne pour donner, mais je suis pas sûr qu'il soit une vraie ceinture noire qui puisse mettre en danger Curtis Blade et la lutte de Curtis Blade. Donc, moi, j'ai prédit qu'au deuxième round, il y aura un grand point de TKO. Clair, net et sans bavure. Et il y a aussi quelqu'un qui revient, c'est Manon Fiorot. Et là, tu dois être content du move avant même du combat contre Jennifer Maia. Manon Fiorot, Cocorico, qui affronte la numéro 4 mondiale en la personne de Jennifer Maia. À la base, elle devait affronter Jessica Eye, 7ème, et finalement, boum, on vise encore plus haut. Moi, je trouve que c'est très bien parce que là, on commence, tu vois, déjà à se projeter à dire petit title fight qui pourrait arriver. On tombe vers l'avant. De manière claire, on tombe vers l'avant. Et quand on tombe vers l'avant, moi, je kiffe. Je pense que c'est un très bon choix d'avoir accepté le combat. Je pense que le titre de Manon Fiorot est compliqué à gérer parce que elle insère des éléments dans sa manière de kicker qui viennent remettre c'est une espèce de coaliseur. Quand elle est débordée et qu'elle ne sait plus qu'elle a un problème de distance ou qu'elle a un problème de cardio, elle remet les sidekicks, elle remet des choses qui lui permettent d'équaliser le game. Et ça, c'est très bien. Elle est dans une stabilité, elle est dans une forme bien. Attention, son adversaire, c'est compliqué. Attention, c'est compliqué. Mais j'aime bien le move, j'aime bien le fait qu'on puisse aller tutoyer tout en haut et que bientôt on puisse avoir dans le top 3 de 3 ou 4 catégories des Français, ça me plaît bien. J'aime bien. Eh ben parfait. Et pour finir sur le côté des Français, on va aller du côté du KSW avec Saladin Parnasse qui s'est une nouvelle fois imposé, une nouvelle défense de ceinture et re-signature au KSW dans la foulée. Toi, qu'est-ce que t'as pensé, de la performance et là, justement, même au global. Personnellement, moi, j'ai vraiment envie de voir Saladin Parnasse à l'UFC parce qu'il se passe des choses, parce que là, on voit clairement qu'il y a un nouveau public qui commence à découvrir le MMA français. Saladin, il a eu cette étiquette de grand espoir, mais j'aimerais pas, tu vois, qu'il y ait d'autres personnes qui lui passent devant après toutes ces années à avoir été connu, à ce qu'on lui dise t'es le prochain. Donc c'est clair, c'est très très bien ce qu'il fait au KSW, mais pour le grand public, les gens ne connaissent pas le KSW malheureusement. Un peu comme c'est arrivé à Barnaoui d'ailleurs, parce que aujourd'hui, entre le moment où Barnaoui a combattu la dernière fois aujourd'hui, je pense qu'il y a deux générations de jeunes petits pousses qui ont grandi et qui ne sont pas au courant. C'est ceux qui avaient 15 ans ou 16 ans et qui sont déjà à 18 ans là et qui sont les millénials qui payent vraiment le pay-per-view de l'UFC et qui regardent l'UFC quand on leur parle de Barnaoui, peut-être qu'ils ne sont pas au courant alors que c'est l'un des meilleurs combattants en France. Et, ça va faire 3 ans, ou ça fait même 3 ans qu'il n'a pas combattu. Et donc, c'est important de faire attention à ça, de se dire que les gens oublient très rapidement. Tu vois là, je suis incapable de parler de la performance de Saladin parce que j'ai pas regardé. Enfin, le KSW, c'est une très belle organisation. Saladin, très bon combattant. Mais des fois, je dois faire des choix. Je suis débordé de boulot, je regarde quand je peux, je me rattrape quand je peux. Je vais certainement me rattraper en revisionnant le KSW, mais en priorité, au moment où ça passe, je ne pouvais pas regarder. Je n'ai pas regardé et donc je peux pas parler de ça. Et petit à petit, il y a cette zone-là où il y a des experts qui connaissent le MMA, qui vont en parler, qui vont regarder. Mais la réalité, c'est que c'est pas un hasard
qu'un show comme La Sueur, qui est le meilleur en France et tout, qu'un show comme d'autres shows européens et tout ça, ce n'est pas un hasard si ces podcasts-là font, on va dire, 90% ou 80% de leurs titres sur l'UFC. C'est simple, hein. Ne dites pas, oh, mais ils sont bêtes ou quoi, pourquoi ils parlent pas du Bellator, oh, mais ils sont fous, pourquoi ils parlent pas du KSW. Non, c'est simple. Vous faites un métier, vous allez où ça clique. Et ce n'est pas un hasard si l'UFC clique. L'UFC clique à mort parce que c'est là où tout se passe. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. On peut convenir que le Pride, c'est la meilleure organisation. On peut convenir que le KSW, c'est une très bonne organisation. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais monsieur La Sueur a besoin de manger. Et puis, il sait que s'il veut bien manger, il faut qu'il aille parler de l'UFC. Parce que s'il parle du KSW, ça ne mange pas du tout. Et donc, moi, je suis comme toi, j'aimerais vous voir, j'aimerais rapidement voir Saladin à l'UFC. Je pense que vous faites une erreur. Je n'arrive pas à croire qu'il est re-signé. Ça m'étonnerait qu'il ait re-signé. Je pense qu'il y a peut-être eu un amendement à son contrat ou un truc, un rajout ou bien une augmentation de salaire. Je ne pense pas qu'il ait re-signé encore pour plusieurs combats. Ce serait un jeu bizarre parce qu'il a sa place à l'UFC et que je pense que j'aimerais le voir dessus, d'autant plus qu'on en a besoin. Hein. On a besoin qu'il y ait une grosse team UFC pour qu'on puisse justement... Quand on voit ce qui vient de se passer en Angleterre, quand tu vois le sourire de Dana White, quand tu vois les 10 bonus qu'il a donnés, je peux te garantir que en Angleterre, ils auront bientôt 2 ou 3 événements par an. C'est une garantie. C'est qu'ils sont passés à un autre niveau. Et ça, c'est comme ça que le sport se développe. Le sport se développe parce qu'il y a une masse de personnes qui deviennent des stars et qui vont pousser la machine pour que l'UFC soit obligé de venir là. C'est, pour nous, même pour nous les promoteurs sportifs, que ce soit Ares, que ce soit d'autres promotions sportives et tout, on a besoin que l'UFC vienne parce que quand l'UFC pose ses valises pour un événement, il nous laisse beaucoup de personnes qui ont faim de ce qu'ils ont vu comme événement et qui veulent aller rattraper ça ailleurs. Donc, du coup, on a intérêt à ce qu'ils viennent plusieurs fois. Et pour qu'ils viennent plusieurs fois, il faut qu'il y ait des gens comme Saladin Parnasse qui soient à l'UFC. Mais encore une fois de plus, désolé, je peux pas parler de la performance, je vais dire n'importe quoi. J'ai vu qu'il avait gagné, mais je sais pas comment, je sais pas de quelle manière parce que j'ai pas encore regardé son combat. C'était soumission, c'était... Enfin, de toute façon, on va dire c'était une masterclass comme à son habitude de la part de Saladin Parnasse, mais c'est vrai que moi c'était plutôt au global en fait, où là moi j'ai envie de le voir se mesurer à d'autres adversaires dans d'autres organisations, même si je pense qu'il est extrêmement bien traité au KSW. Le King, on va passer aux questions, les gens le savent, chaque semaine vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez, il y répond avec le plus grand plaisir. En question de FR Movie, question pour le King, avez-vous pensé à faire venir Morgan Charrière à Arès après le combat contre Vucenic? Absolument. On y a pensé, on y a travaillé, on a poussé au maximum. Ça n'a pas été possible. On n'a pas dit nos derniers mots parce que il est encore sous contrat avec le Cage Warrior. Il lui reste 2 combats, mais on y a beaucoup travaillé. Et parce que notre but, si vous l'avez remarqué sur Arès, observez bien les Fat Cats, vous allez voir ce qui se passe sur Arès. Prenez le temps de regarder les Français qu'on signe sur Arès. On a l'intention de créer quelque chose on veut vraiment développer de manière très sincère le niveau français, développer la pratique du niveau français, donner une plateforme pour que ces mecs aient le plus de visibilité possible. Je ne dis pas que Morgan n'a pas sa place et sa visibilité sur son espace sur le Cage Warrior et qu'on ne lui donne pas l'exposition, si on lui donne l'exposition. Ce que je dis simplement, c'est que donner l'exposition à des Français par un événement français sur le territoire français, ça a beaucoup plus de sens que leur donner l'exposition ailleurs. La meilleure manière d'avoir une star, c'est déjà d'assurer que le background est solide. Quand Conor devient solide, c'est parce que l'Irlande le porte et que l'Irlande le porte de partout à travers le monde. Et comme ça, quand il va à Boston, il y a tous les Irlandais de Boston qui se réunissent pour ça. Il faut qu'on crée de la base très solide à nos athlètes ici. C'est ce qu'on est en train de faire. De donner vraiment une plateforme où les gars savent que tous les 2 mois, ils peuvent aller combattre. Donc, on a mis l'énergie qu'il fallait. On est arrivé à un accord avec le management de Morgan. Malheureusement, le management de Morgan
malgré leur volonté, n'ont pas pu libérer Morgan. Et donc, du coup, on est dans la situation où il faut juste qu'on attende que ça se termine. Mais oui, il n'y a aucun doute dessus. Il n'y a pas, c'est simple, il n'y a pas un athlète français solide, connu, qu'on n'ait pas cherché, qu'on n'ait pas approché. Ça n'existe pas. S'il a le moindre intérêt possible, selon nous, encore une fois, c'est relatif. Il y a des gens qui peuvent dire, oui, mais moi, je pense que tel a lui rendu et tel machin. Il n'y a pas un, vous me donnez un nom, je vous dis quand on l'a approché, comment on l'a approché, qu'est-ce qu'on lui a proposé. Voilà, quoi. Il n'y a pas, on a fait des très belles propositions, mais encore une fois, plus il y a certains qui ont refusé certaines propositions parce qu'ils avaient peur de l'adversité, parce que ils voulaient se réfugier, ils voulaient arriver sur Arès avec l'idée de prendre pas mal d'argent, se réfugier de façon à ce que ils puissent, comme certaines organisations le font, ils prennent des grands noms. Quand ils ont des grands noms, bah, ils se cachent derrière ça, ils donnent des petites chèvres. Mais nous, on ne veut pas faire ça. On veut vraiment donner la chance à tous ceux qui viennent combattre. On veut donner, quand on fait un combat, comme Jackie, qui n'a que 7 combats en Muay Thai, et contre Yacine Bouganen, qui a un certain nombre de combats, on donne un combat avec l'idée que chacun puisse avoir sa chance. Et quel que soit celui qui gagne, on s'y retrouve. Non, nous, on essaye vraiment d'attirer tout le monde et d'avoir les gros noms possibles. Et en plus des grands noms possibles, comme Morgan Charrière, qui a déjà un grand nom, on veut fabriquer des nouvelles carrières, de nouvelles stars. C'est vraiment ce on va y travailler. On met une machine de communication tellement puissante sur les athlètes qui viennent sur Arès. Si on vous avait dit encore il y a quelque temps que Abdul serait interviewé par je sais pas, Brut, par Combini, par voilà le style de voilà quoi. On va chercher vraiment les médias comme Forbes, les médias comme Figaro, on essaie de les mettre en avant. Il faut qu'on fabrique des stars. Il faut que au moment où France-Angleterre arrive, que nous ayons des méga stars, des personnes qui sont connues par les Français. Et ben voilà, vous connaissez le cap d'Arès Fighting Championship. La deuxième question, tu as répondu, c'était de Conor McLeod. Est-ce que Fernand pense toujours qu'Aspinal ne sera pas un problème pour Cyril après la masterclass qu'il nous a sorti face à Volkov? Bon bah ça y est, je pense que c'est très clair. On tient quelqu'un d'intéressant pour Cyril Gane. Voilà, c'est terminé pour cette semaine, Fernand. Vous le savez, King Energy est disponible sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast audio. Vous tapez King Energy, on est sur Spotify, sur Apple Podcast, Google Podcast, et j'en passe. Merci le King, comme à chaque semaine, pour la disponibilité. Puis bah vivement le prochain épisode. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume, et je dis encore merci à tous nos suiveurs, ceux qui regardent un peu ce qu'on fait, et je vais jamais cesser de vous le dire. Si ces mecs sont numéro 1, alors il faut leur donner des likes et des commentaires du numéro 1. Envoyez la sauce, abonnez-vous sur la sueur, cliquez sur la cloche et allons-y. Let's go, à la semaine prochaine.